à la réforme constitutionnelle pour un Congo uni, fort et prospère, c'est le titre de l'ouvrage qui vient enrichir les rayons des lecteurs. Son auteur, Christian Kalombaye, insiste sur les propositions pour une meilleure révision du texte de la loi fondamentale congolaise. Soit actualité, Judith Mamamwa. Alors, aujourd'hui, on se penche sur une proposition pour le moins audacieuse, une refonte complète de la Constitution de la République démocratique du Congo. Et quand je dis complète, ce n'est pas juste quelques retouches, non, c'est une refondation totale qui est envisagée. Et ça, c'est vraiment la question qui est au cœur de tout. C'est un véritable casse-tête. Imaginez, comment est-ce qu'on peut bien avancer quand les règles du jeu actuelles interdisent précisément de changer les règles du jeu? C'est le défi qui nous est posé. Pour bien saisir la solution proposée, il faut d'abord prendre la mesure du problème. Et le mot qui revient sans cesse pour décrire la situation, c'est celui d'impasse. On parle d'un véritable verrouillage juridique. Alors, verrouiller, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien, ça veut dire que le texte fondamental du pays, sa propre loi suprême, contient des mécanismes qui empêchent sa propre transformation en profondeur. Mais d'où vient ce blocage exactement? Le responsable, si on peut dire, c'est ce fameux article 220. C'est lui qui contient ce qu'on appelle les clauses d'intangibilité. Pensez-y comme les piliers fondateurs de l'édifice constitutionnel. Et le texte lui-même dit « interdiction de toucher à ces piliers ». Du coup, toute révision totale devient légalement impossible. Et là, il faut bien faire la différence. On peut bien sûr modifier certains articles à la marge, faire ce qu'on appelle une révision partielle. Ça, c'est prévu. Mais une refonte complète, repartir d'une page blanche, c'est une toute autre histoire. Et sur ce chemin-là, l'article 220 se dresse comme un mur infranchissable. Cette citation, elle est parfaite pour résumer la situation. Essayer de changer ces clauses par la voie légale, c'est comme scier la branche sur laquelle on est assis. On ne réforme pas le bâtiment, on le fait s'effondrer. On voit bien que la voie purement juridique, eh bien, elle mène à une impasse. Bon, alors si la loi a créé le verrou, où est-ce qu'on peut bien trouver la clé? La proposition ici, c'est de changer complètement de terrain de jeu. On quitte le domaine juridique pour entrer dans le domaine politique. Et ça, c'est le point de bascule de tout le raisonnement. Le changement ne peut pas venir de l'intérieur du système actuel puisqu'il est bloqué. Il doit donc être initié par une démarche qui le dépasse, une démarche politique. Parce que, comme le dit l'adage, souvent, le fait précède le droit. Mais attention, on ne fait pas ça n'importe comment. Pour justifier cette approche un peu hors cadre, deux grands principes sont mis en avant. D'abord, quelque chose de très fort, le droit des générations futures. Est-ce qu'une génération a le droit d'enfermer toutes celles qui suivront dans ses propres lois? Et puis, il y a le principe de parallélisme. C'est assez logique finalement. Celui qui a le pouvoir de faire, eh bien, il a aussi le pouvoir de défaire. Et qui a fait la Constitution? Le peuple. C'est donc au peuple souverain de la remplacer. Allez, passons maintenant à la partie la plus concrète de ce projet. Et c'est là que ça devient, disons, particulièrement original. On va regarder le plan détaillé pour restructurer l'État et on va voir que c'est basé sur des chiffres qui ont un fondement symbolique très très précis. On commence tout en haut de la pyramide. Au sommet de cette nouvelle architecture, tout part d'un chiffre, 4. L'idée, c'est d'avoir 4 grands ministres d'État pour superviser les secteurs clés. Juste en dessous, pour le gouvernement central, un autre nombre clé fait son apparition, 24. 24 ministres nationaux pour gérer le pays au quotidien. Et enfin, au niveau du territoire, la réorganisation est assez radicale. On propose un retour à 6 grandes mégaprovinces, une structure qui rappelle l'organisation du pays juste après son indépendance. Mais alors, pourquoi ces chiffres? 4, 24, 6, d'où est-ce qu'ils sortent? Eh bien, ils ne sortent pas de nulle part, loin de là. En fait, chaque chiffre a un sens profond, souvent double. Les 4 ministres d'État, ça représente les 4 grandes zones linguistiques du pays, mais ça symbolise aussi les 4 êtres vivants du livre de l'Apocalypse. Les 24 ministres, pareil, ça fait écho aux 24 anciens. Et si on ajoute un président et les 6 gouverneurs, on obtient 7, un autre symbole biblique très puissant. On a donc une fusion assez étonnante entre une logique géopolitique et un symbolisme prophétique. Bon, une nouvelle structure, même bien pensée, ça ne suffit pas. Comment est-ce qu'on s'assure que le pays se développe et devienne prospère? Le projet identifie aussi des piliers absolument fondamentaux pour y arriver. Voici ce qu'on pourrait appeler le triangle du développement. 3 axes, 3 priorités absolues. L'électricité, indispensable pour l'industrie. L'eau, vitale pour l'agriculture et la santé. Et enfin, l'Internet, pour l'éducation, l'information, bref, pour connecter le pays au XXIe siècle. Et pour que ce développement profite vraiment à tout le monde, une idée maîtresse est avancée, le budget participatif. Le concept est assez simple, mais il est potentiellement révolutionnaire. Il s'agit de donner aux citoyens un pouvoir de décision directe sur une partie de l'argent public. C'est un outil puissant pour la transparence et la lutte contre la corruption. La décentralisation, c'est un mot qu'on entend souvent. Pour que ça ne reste pas qu'un mot, le plan insiste sur 3 actions cruciales. Premièrement, appliquer la règle des 40% des recettes pour les provinces. Deuxièmement,
former les gens sur le terrain pour qu'ils sachent bien gérer cet argent. Et troisièmement, un point essentiel, sanctionner, et sanctionner sévèrement la corruption. Sans ça, rien ne tient. On arrive maintenant à la dimension, disons, la plus philosophique, la plus spirituelle de cette proposition. Une vision qui perçoit dans le destin du Congo une véritable dimension prophétique. L'auteur utilise ici une analogie biblique très forte, celle de Joseph. Le Congo serait comme ce personnage, vendu par ses frères, qui traverse des épreuves terribles, mais qui est en fait destiné à un grand avenir, à une grande élévation. Dans cette vision, les crises actuelles ne sont pas une fatalité, mais des étapes qui préparent à l'accomplissement de cette destinée. Pour accompagner cette transformation profonde, une institution d'un nouveau genre est imaginée. Un Haut Conseil pour une nouvelle superstructure. Sa mission n'est pas administrative, elle est idéologique. C'est de piloter un changement de mentalité à l'échelle nationale, de combattre le tribalisme et de renforcer l'unité du pays à travers des actions symboliques fortes. En résumé, ce qui est défendu ici, c'est l'idée que la Constitution ne doit pas être un simple texte juridique froid. Ce doit être un véritable pacte social, un miroir de la nation, profondément ancré dans son histoire, sa géographie, et ce que l'auteur perçoit comme sa destinée spirituelle. Et tout ça, eh bien, ça nous laisse avec une question fondamentale, une question qui dépasse de loin le seul cas du Congo. Qu'est-ce qui doit fonder en dernier ressort la loi suprême d'un pays? Les leçons de son passé, la volonté de son peuple à un instant donné, ou bien une vision de son avenir, de ce qu'il est appelé à devenir? C'est une sacrée réflexion,